Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Pour commencer, je souhaitais vous avertir que cette conférence était filmée et retransmise sur notre chaîne YouTube. Donc simplement, voilà, si à un moment donné vous prenez la parole, sachez que vous êtes filmé. Je vous remercie d'être présent. Je ne suis pas seule parce que je ne suis pas compétente dans ce domaine. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi, je vais vous laisser vous présenter, mesdames, même si je vous connais très bien. Alors, je suis Mélanie Delfour, directrice de l'école des Quatre-Noyers. Bonsoir à tous, Sylvie Fayet, conseillère pédagogique de circonscription et qui travaille auprès de l'inspecteur de la circonscription de Franconville. Et Fanny Herbelin, je suis également conseillère pédagogique de la circonscription de Franconville. Donc, expliquez-nous comment vous allez dérouler cette soirée. Nous, on vous a proposé un petit diaporama en développant 3 parties. Donc, le fonctionnement de l'école maternelle, comment accompagner son enfant dans sa scolarité avant son entrée en maternelle, et puis comment l'aider à se préparer. J'ai anticipé. Alors, on n'est pas très nombreux ce soir. Est-ce que vous voulez avoir les questions au fur et à mesure, un temps de questions-réponses à la fin? Après, vous nous dites. Oui, c'est peut-être mieux dans l'échange. Oui, ça vous va? Je ferai porte-micro. On y va. Donc du coup, c'est une petite slide où on vous rappelle quelques petites informations sur l'école maternelle. Donc avec l'obligation de la scolarité à partir de 3 ans, depuis quelques années déjà. Donc l'école maternelle, bien évidemment, c'est une école qui s'adapte à votre enfant. On est bien conscient que vos enfants arrivent soit de la maison, soit d'un mode de garde, quel qu'il soit, et que tous les enfants n'ont pas le même rythme. Donc bien évidemment, à l'école maternelle, on prend en compte. On prend en compte les besoins des jeunes enfants, même si bien évidemment, le taux d'encadrement à l'école maternelle n'est pas du tout le même que ça peut être à la crèche, chez une assistante maternelle ou chez vous. Puisqu'à l'école maternelle, donc dans la classe, il y aura une enseignante et une ATSEM qui est là pour l'aider. Donc elles sont 2 pour s'occuper d'une classe de, on va dire, au moins 25 enfants. Donc sur cette slide, on vous rappelle que pour l'après-midi, il est possible, tout du moins en début d'année, de demander un aménagement de la scolarité. Ça se fait auprès de monsieur l'inspecteur. C'est-à-dire si vous voulez que votre enfant dorme chez vous, c'est possible. Toutefois, il faut demander un aménagement de la scolarité et votre enfant doit revenir à l'école après la sieste. Évidemment, si votre enfant dort 3 heures l'après-midi, c'est des choses qui se discutent, bien évidemment, mais il faut faire une demande d'aménagement auprès de monsieur l'inspecteur, quoi qu'il en soit. Alors, ce n'est pas vous qui faites directement la demande auprès de l'inspecteur. Chaque directeur ou chaque directrice d'école sera à même de vous redonner en début d'année le formulaire que vous remplirez conjointement avec l'enseignant, et le directeur ou la directrice le transférera à monsieur l'inspecteur. Tout à fait. Et je vais revenir sur l'obligation de scolarité à 3 ans. Ça veut dire qu'à partir du moment où votre enfant est inscrit à l'école, il doit la fréquenter régulièrement. Si ce n'est pas le cas, vous devez justifier ses absences, alors avec un appel téléphonique ou un petit mot pour la maîtresse, un mail. Et c'est très important de justifier ces absences. Si vous ne le faites pas, ce sont des absences qui sont considérées comme illégitimes et ça peut faire l'objet, quand il y en a beaucoup, d'un signalement auprès de monsieur l'inspecteur dans un premier temps et puis ensuite à différents stades. Donc voilà, c'est bien important que vous ayez en tête de justifier l'absence. Ça peut être à l'oral, par mail ou avec un mot dans le cahier, s'il y a un cahier de correspondance par exemple, ça peut se faire par ce biais. Alors vous le découvrirez tout à l'heure, mais ça peut aussi se faire par le biais, quasiment toutes les écoles de la ville utilisent ce qu'on appelle un ENT, un espace numérique de travail,
Benelux, Classly, Classroom sur la commune. Et donc, vous avez aussi une messagerie que vous pouvez utiliser pour communiquer avec l'enseignant de votre enfant. À ce stade, est-ce que vous avez des questions ? Alors, moi, j'ai 35 ans. L'école maternelle, c'était il y a super longtemps pour moi, et je pense que ça a évolué depuis. Quand je vois que c'est une école qui s'adapte au rythme et aux besoins des enfants, est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur le sujet ? En sachant que je n'ai pas de demande particulière derrière, mais savoir en quoi ça consiste une journée à l'école maternelle. Alors, sur les besoins primaires, par exemple, aller aux toilettes, on ne va pas aller aux toilettes tous ensemble. Chaque enfant a un... Voilà. Par exemple, c'est quand on dit qu'on s'adapte effectivement aux besoins de l'enfant, l'enfant va devoir manifester auprès des adultes de la classe, de l'école, ses besoins, avoir envie de boire, avoir envie d'aller aux toilettes. Donc on ne va pas tous ensemble, c'est pas l'heure des toilettes, on ne va pas aux toilettes les 24 élèves de la classe en même temps. Donc ça fait partie effectivement de répondre à leurs besoins. Alors, pour répondre à votre question sur la journée type, on va essayer d'en dérouler une après. On va essayer de rentrer un petit peu dans les détails de... on peut y aller même. Sur tout ce qui va être apprentissage. Et du coup, on va essayer de répondre, peut-être pas de manière franche et directe, mais pour que vous ayez des éléments de réponse. Parce qu'en plus, une journée type, on pourrait vous dérouler une journée type a priori, mais en fonction de l'école dans laquelle sera votre enfant, en fonction de l'enseignant qu'aura votre enfant, il y a des choses qui sont obligatoires à l'école maternelle, notamment les domaines d'apprentissage, mais il n'y a pas un cadre qui dit que de 8h20 à 9h, on doit faire telle chose, et ensuite de 9h à 9h30, on doit faire telle autre chose. Donc il y a un cadre général, on va dire, qui après varie en fonction des enseignants, en fonction des écoles, en fonction des récréations, par exemple, de l'organisation générale, et puis en fonction de vos enfants. Alors, du coup, au niveau de l'école maternelle, on a 5 domaines d'apprentissage à travailler, répartis sur une journée, répartis sur une semaine. En tout cas, on doit y répondre. Et les élèves ont jusqu'à la fin de la grande section pour acquérir toutes les compétences qui sont liées à ces domaines. Donc, un des domaines qui est pour nous fondamental et sur lequel on va travailler avec les élèves tous les jours, c'est le langage. C'est un des fondamentaux qui ne bougera jamais. Au niveau après de tous les autres domaines, on va travailler sur l'acquisition des premiers outils mathématiques pour développer la pensée critique, pour pouvoir développer tout ce qui va être réflexion. On va travailler également sur l'activité physique, de la motricité au quotidien. On va arrêter si je me trompe, Madame la directrice. Alors, tout à fait, c'est là où on peut répondre aux besoins de vos enfants, parce que selon l'âge des enfants, on ne va pas le mettre au même moment de la journée, si c'est des grandes sections, si c'est des petites sections, puisque les petites sections, il y a par exemple il y a la sieste. Voilà. Et puis, on va répondre à ce besoin de bouger qu'ont les enfants pour pouvoir entrer en activité aussi, puisqu'on sait que pour pouvoir réfléchir, on a besoin de bouger. Et ça se tend, enfin, on le voit de plus en plus au vu de l'évolution des élèves qui arrivent sur les écoles. Voilà. Et puis, tout ce qui va être artistique, qui va répondre aussi à des besoins chez les élèves d'expression, de communication aussi, et qui va donner lieu à du langage. Et voilà, et la motricité fine pour développer aussi tout ce qui va être en lien plus tard avec l'écriture aussi. Et puis après ce domaine, explorer le monde, donc je ne sais pas si ça représente quelque chose pour vous, c'est ce qu'on pourrait appeler les sciences. Donc on va travailler l'espace, on va travailler le temps, on va travailler le vivant, et à travers différents projets que les enseignants vont mettre en place au sein des écoles, au sein des classes. Et encore une fois, ils pourraient être différents au sein d'une même école, parfois au sein d'une même classe. Si on est 2 collègues enseignantes, on n'a pas forcément toutes les 2 travaillé de la même manière, les mêmes projets, mais toujours dans un même but, de pouvoir répondre à ces domaines d'apprentissage. Ils sont définis aussi sur le site du ministère. Donc, si vous voulez pouvoir approfondir un petit peu la connaissance de ces programmes, là, on ne pouvait pas détailler ce soir la totalité, mais ils sont disponibles sur le site EduScol, les programmes de cycle 1. D'autres choses ?
Alors, l'idée aussi sur ces programmes, c'est que vous puissiez être informés de l'évolution de vos enfants au fur et à mesure de leur scolarité. On va avancer peut-être sur la slide d'après. Au travers des modalités d'apprentissage qui vont être adaptées et qu'on va pouvoir vous proposer au sein d'une journée. Alors, moi, j'ai pas... Je prends une anti-sèche, je suis désolée. Donc, comment apprennent vos enfants lorsqu'ils viennent à l'école? Ils apprennent en jouant. Donc ça, il y a une place très importante en maternelle au jeu, à la manipulation active, qui va leur permettre d'intégrer tous les domaines d'apprentissage sur lesquels que j'ai pu évoquer tout à l'heure, mais également plusieurs formes d'apprentissage. Donc le jeu, la mémorisation, en parlant, puisqu'on a toujours cet objectif principal qui est le langage, développer le langage oral en toutes circonstances. Et puis, en résolvant des problèmes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre actifs, réflexifs vos enfants. Est-ce que jusque-là, ça va ou est-ce que... À ce stade, est-ce que vous avez des questions? On a une question Alors, il y a une question sur le chat. En attendant, moi je rebondis effectivement. Soyez pas étonnés que vos enfants rentrent et quand vous allez leur demander qu'est-ce que vous avez fait et qu'ils vous répondent on a joué. Oui, c'est vrai, ils ont joué. Voilà, heureusement, bien entendu, mais au-delà du jeu, il y a effectivement plein de compétences qui sont travaillées. Donc, soyez pas inquiets. En maternelle, on ne travaille pas. On joue, essentiellement. Mais on apprend en jouant. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux répondre juste à la question qui était en live? Alors, on dit que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. J'imagine que la question, c'était de savoir si on pouvait mettre notre enfant à l'école quand il a 3 ans. Et non, c'est l'année de sa 3e année. Enfin, de ces 3 ans. Donc là, à la rentrée 2024, c'est les enfants qui sont nés en 2021. Et que cela. Tout à fait. Après, je voulais compléter ce que tu disais et j'ai perdu le fil de ma pensée. On apprend en jouant, oui. Alors, vos enfants, quand ils vont rentrer le soir, vous leur demanderez qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Au mieux, ils vous répondront « j'ai joué ». Sûrement, ils vous diront « je ne sais pas ». Je ne me rappelle plus, ou ils vous diront rien du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, ça veut simplement dire que pour le moment, ils n'ont peut-être pas envie de partager ça avec vous, ou voilà. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est aussi pour ça que nous, on va garder trace des apprentissages en cours. Alors vous aurez très probablement à remplir des autorisations de photos dès les premiers jours d'école de vos enfants qui permettront non pas de faire un book photo pour vous faire un petit souvenir de l'année, mais pour pouvoir conserver trace des apprentissages des élèves et voir leur évolution. On parlait d'évolution tout à l'heure. Cette évolution, elle va être au rythme de l'enfance, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas tous à l'école maternelle avec le même capital de savoir qu'ils ont pu capitaliser à la maison, qu'ils ont pu capitaliser en crèche ou chez une nounou, mais avec un bagage pareil de langage oral. Tout ça, c'est des choses que nous, on va garder trace et qu'on pourra être à même que l'enseignant pourra être à même de vous présenter à travers des documents après répartis. Ça, c'est en fonction des écoles, en termes, donc au moins une fois dans l'année, mais sur un carnet de suivi des apprentissages et où là, vous aurez une évolution de vos enfants, au fur et à mesure. Et donc cette évolution, elle ne sera pas forcément la même pour tous les élèves d'une même classe, puisqu'on prend en compte leurs compétences au fur et à mesure. Voilà, vous seront présentés les acquis scolaires de votre enfant, et seulement de votre enfant. Donc ça peut être, c'est au minimum une fois dans l'année qu'est remis ce carnet de suivi. Par contre, l'enseignant peut vous inviter à vous rencontrer plusieurs fois dans l'année et vous-même, il ne faut pas hésiter à demander un entretien, un rendez-vous avec l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant
Alors évidemment, il faut quand même y mettre les formes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver le matin et dire à l'enseignant de votre enfant « je vous vois ce soir à 16h30 ». Ils ont bien évidemment une vie. Donc voilà, ça se prépare, mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez demander un rendez-vous à l'enseignant de votre enfant et que dans un délai raisonnable, il vous donnera un créneau. Avez-vous des questions? Tout est clair. Alors, on continue. Donc, on vous parlait tout à l'heure de compétences, de domaines d'apprentissage. Nous, on a ciblé des objectifs principaux sur la classe de petite section, puisque c'est un réhab sur l'entrée en maternelle. Deux objectifs principaux. Un qui est essentiel, c'est la socialisation de vos enfants par rapport à la découverte de l'autre. Donc, on sait que des enfants qui, en fonction de leur cheminement précédent et de leur arrivée en maternelle, ne vont pas avoir la même relation à l'autre que les autres. Donc l'idée, ça va être de pouvoir leur permettre d'accéder à ça avec des valeurs d'empathie, des valeurs de bienveillance, des valeurs de partage. Et donc ça, c'est l'apprentissage de la vie en collectivité qui va pouvoir se faire. Et donc, ce sont des acquisitions indispensables qu'on va travailler en maternelle. Et puis, le deuxième, sur lequel j'ai déjà lourdement insisté, qui est le perfectionnement du langage. On va essayer de l'étoffer et on va partir du point de départ de vos enfants, de leurs compétences à leur entrée et le développer au fur et à mesure au travers des projets, au travers des disciplines qu'on va pouvoir travailler avec eux au quotidien. Et quelles que soient les situations, on va pouvoir partir d'une situation la plus basique de mettre son manteau, en nommant le manteau, les manches, en enfilant. On va essayer de faire des phrases de plus en plus élaborées. Et donc tout ça, ça va être sous ces formes d'activités qu'on va leur proposer en dialoguant énormément avec eux au travers du jeu, au travers des espaces des classes. Vous avez une mémoire d'une classe de maternelle avec le coin poupée, le coin garage. Voilà. Ces évolutions, elles sont en cours dans les classes, mais elles permettent aussi cette acquisition. C'est vraiment important de savoir que ces deux objectifs principaux, ils vont être travaillés en même temps parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Un enfant qui ne parle pas a du mal à se faire comprendre par ses camarades et va avoir du mal à se socialiser en fait. Donc c'est vraiment en ça que ces deux objectifs, ils se travaillent en même temps et qui sont c'est les deux les plus importants. Et puis après, il y a les domaines d'apprentissage dont on vous a parlé tout à l'heure. Auriez-vous des questions ou est-ce qu'on peut avancer? Il faut qu'on... donner le micro, parce que nous, on oui, vous entend. ça fait ça la première fois. Merci. Je voulais juste savoir comment ça se passe, la découverte de l'écrit concrètement. Est-ce que vous avez des exemples d'activités qui sont proposées aux enfants pour découvrir l'écrit, surtout quand il y a 24 enfants? Et après, nous, comment on peut l'accompagner à la maison? Alors, quand on parle de découverte de l'écrit, on n'est pas forcément sur un geste d'écriture. On va être sur de la découverte aussi d'un livre. Tout objet qui présentera de l'écrit, on va être amené à le travailler avec les enfants. Donc, dès la petite section, ça va être comment est-ce qu'on aborde cette question du lien lecture-écriture pour pouvoir amener les enfants à entrer dans l'écrit, la fonction de l'écrit aussi au travers de ce que nous, on va appeler des dictées à l'adulte. Donc des petits moments que les élèves vont pouvoir rétrocéder à l'oral à l'enseignant qui va prendre en charge la phase de l'écrit et donner à voir à l'enfant à quoi ça sert finalement l'écrit et quelle est sa fonctionnalité, quel est son but. Donc progressivement pour après les amener vers des phases d'écrit et développer ses compétences jusqu'à fin de cycle 1 en grande section. Et alors après, si vous parliez peut-être du geste graphique au niveau de l'écrit, en petite section, on n'est pas du tout encore dans l'écriture telle que vous l'imaginez. Tracer des traits verticaux, horizontaux, commencer à tracer des cercles, ça fait partie effectivement de l'apprentissage du geste graphique. Et en petite section, les débuts de l'écrit passent par là en fait. Voilà.
Alors après, voilà, ce qu'on disait aussi, c'est la reconnaissance de son prénom, savoir l'identifier, commencer à avoir un regard et un intérêt aussi. Et donc là, c'est ce qu'on disait quand on parle du rythme de l'élève. On est vraiment là-dessus. C'est chaque enfant n'aura pas la même progression et il est possible que un enfant de la classe de votre enfant puisse être plus avancé que le vôtre ou vice-versa sur cette reconnaissance, sur cette capacité à reproduire un geste graphique qui amènera des traces préparatoires de l'écrit, mais toujours en continuité et dans le respect de ce rythme-là. On a une question. Alors, ça, c'est une question qui reste de l'ordre des projets de l'enseignant. Et seul l'enseignant de la classe peut être amené effectivement à programmer ce genre de sortie. Donc tout dépendra du projet, des projets, mais oui. pour vous donner pas. un exemple, ce matin, on a fait des plantations. C'était une sortie. Dans le parc cadet de Vaud, les enfants sont venus planter des fleurs. Mais qui répondait à un projet. Voilà. Bon, un projet, tout à fait. On évite les sorties pour les sorties, c'est-à-dire que chaque sortie est conditionnée à un objectif d'apprentissage, donc soit en début de projet de classe, soit pour clore un projet. Mais on n'a pas une sortie pour une sortie. Alors c'est vrai qu'avec la mairie, on peut effectivement accompagner les enfants 2 fois dans l'année au parc cadet de Vaud pour effectuer les plantations avec les jardiniers de la commune. La mairie propose aussi aux écoles un spectacle. Alors, ici à Saint-Ex. Voilà, ici à Saint-Ex, ça peut être au conservatoire oui, aussi. Donc voilà, tout ça rentre effectivement, comme on disait tout à l'heure, tout ça c'est tout ce qui est artistique. Et puis il y a aussi... on peut avoir aussi des séances à la médiathèque. Voilà, des séances à la médiathèque. Venir s'il y a des expos qui peuvent être intéressantes pour les maternelles, donc ils ont également accès aux expositions de Saint-Ex. École et cinéma. École et cinéma, effectivement, en maternelle aussi, mais là tout dépend effectivement si l'enseignant de la classe, c'est un projet en fait. Donc tout dépend effectivement de l'enseignant, mais il y a toujours un intérêt effectivement derrière pédagogique. Alors. Est-ce que dans ces projets de sortie pédagogique, alors effectivement vous ne pouvez pas tout faire et j'entends parfaitement bien, est-ce que de ce fait il y a des suggestions qui sont faites aux parents pour pouvoir vous accompagner vous aussi dans tout l'apprentissage que l'enfant doit faire en maternelle, comme par exemple vous parliez d'une exposition par exemple qui se déroulerait ici ou peut-être ailleurs, qui pourrait nous être suggérée pour qu'on puisse emmener nos enfants, nous de notre côté, et continuer l'apprentissage qui est fait à l'école? Alors, par exemple, il y a le projet Un auteur dans la classe qui se déroule effectivement sur la commune. Donc les enseignants qui veulent participer au projet peuvent y participer et en dessous, à l'espace Saint-Exupéry le 8 juin, par exemple, les familles sont invitées à venir visiter l'exposition. Donc là, c'est un samedi, donc c'est vraiment hors temps scolaire, et où les enfants vont pouvoir aussi rencontrer les auteurs et les illustrateurs qui sont venus intervenir dans les classes. Donc, c'est une suggestion, mais après, ça, c'est propre à chaque école. La mairie, effectivement, communique beaucoup avec nous, directeurs d'école, pour qu'on communique auprès des familles sur certains événements qui se déroulent sur la commune. Effectivement, quand on pense que ça a du sens avec les projets d'école, effectivement, on est amené à vous en faire part. Et si je puis me permettre, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir travailler en lien avec les familles. Donc, bien évidemment, que si vous voyez que la classe ou l'école est portée sur un projet sur lequel vous pouvez éventuellement proposer une sortie, ou vous travaillez dans un domaine qui pourrait être à même de convenir et d'apporter des éléments, des choses où vos enfants pourraient apprendre, bien évidemment, vous pouvez proposer. Ça n'engagera pas forcément l'enseignant à répondre favorablement à votre suggestion, mais on est dans ce lien école-famille qui est très important pour toutes les classes et pour tous les élèves.
Si j'ai bien compris votre question, c'était plutôt de savoir si vous pouviez avoir d'autres activités en lien avec le projet de l'école, c'était ça? Par exemple, si c'est un projet sur la végétation, savoir si vous pouviez aller, vous, en plus, à la cueillette ou ce genre de choses, peut-être, ouais, c'était ça? Ouais. Donc Bien après, sûr. ça, j'imagine que les Oui. enseignants donnent des pistes aussi aux parents. D'où l'intérêt de pouvoir rendre aussi visible ce qui se passe dans la classe pour que vous puissiez être informés des projets. Et ça, c'est pas dans le carnet de suivi, c'est le dialogue avec l'enseignant, c'est en dialoguant avec vos enfants aussi, de savoir ce qui se fait et de pouvoir après compléter si vous le voulez. Il n'y a pas d'obligation. Tout ce que vous pourrez apporter à vos enfants, c'est toujours du plus. Avez-vous d'autres questions? On continue. Alors tout à l'heure, vous nous demandiez effectivement comment l'école pouvait s'adapter aux besoins de l'enfant. Donc j'ai déjà une première piste, mais effectivement, alors là sur la première petite photo, voilà, c'est... Voilà. Donc là, ça sera sur celle à gauche. C'est un petit coin en fait dans une salle de classe où les élèves pourraient à un moment donné effectivement éprouver le besoin de ne pas être avec le groupe classe et de se retrouver un petit peu dans un petit coin parce qu'il y a un petit coup de fatigue. En début d'année, il y a parce qu'il y a trop de bruit dans la Voilà, classe, par parce exemple. que ça vit dans une classe de maternelle et que un enfant qui aurait été avec la famille jusqu'à sa scolarisation ou chez une nourrice où on n'a que 2 ou 3 enfants par rapport à l'arrivée dans un groupe classe de 25, ça fait du bruit et ça pourrait être... voilà, on aurait besoin d'aller se poser un petit peu dans un coin, un sas de décompression. Et donc là, avec ces petits coins-là, on permet aux enfants effectivement qui en auraient besoin d'aller se ressourcer, parce que c'est juste ça, au moment où eux le désirent. Deuxième photo, un doudou. Alors oui, on ne va pas promener le doudou dans la récréation, etc. Mais en tout cas, en tout début d'année, le doudou, ça peut être vraiment très rassurant en fait pour les enfants. Il y a certains enfants qui ne vont pas du tout en avoir besoin, qui vont le laisser au dortoir, dans le lit ou même à la maison. D'autres vont avoir besoin d'un objet, pas forcément le doudou de la maison, mais ça peut être une poupée dans la classe, un objet qui va leur permettre effectivement voilà, de s'apaiser, ça peut être ça. Ou de faire le lien avec la maison, parce que quitter sa famille pour arriver dans un univers comment dire, chargé qu'on ne connaît pas. Donc voilà, cet objet transitionnel, effectivement, que ça soit doudou, et je vais peut-être oser la tétine aussi, pour certains, ça peut être, voilà, ça sera accepté. Donc c'est important de ne pas casser tous les repères de l'élève et de lui permettre de créer d'autres repères sécurisants, le temps qu'il se fasse aussi à l'école et à ce nouveau monde qui l'attend. Et donc, dernière photo, le dortoir, donc des lits qui sont adaptés déjà à leur taille, donc c'est important, où ils se sentent bien. Dans quasiment toutes les écoles de la ville, les dortoirs sont suffisamment grands pour accueillir tous les enfants, et donc chaque enfant a son lit, donc c'est un repère, c'est important aussi. Et donc là, effectivement, après le repas, les enfants vont se coucher et on les laisse dormir, alors pas jusqu'à 18h, il faut bien qu'on vous les rende, mais en tout cas, voilà, on les laisse se reposer. On ne va pas forcer un enfant à rester au dortoir non plus, parce que les enfants qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres, un temps calme, un repos sera proposé à tous les enfants. En tout cas, aucun enfant ne sera contraint de rester jusqu'à la fin de la sieste. Alors ça, l'heure de la sieste, elle est différente selon effectivement les écoles de la ville, parce que tous les enfants ne sont pas couchés à la même heure. Mais en tout cas, voilà, on respecte aussi à ce niveau-là. Et on n'est pas réveillé, on ne va pas réveiller les enfants en fanfare à la fin de la sieste. Voilà, on ouvre. Pas l'armée. Comment ça? Non, donc il n'y a pas de clairon. Voilà, chacun à son rythme, on peut les laisser se réveiller tranquillement. On a fini?
Le second point qu'on a évoqué sur cette slide, c'est l'évaluation positive. Donc, on en a déjà parlé au travers du carnet de suivi et des apprentissages, où on veut vraiment mettre en avant, mettre en relief et donner à voir ce que l'élève sait déjà faire. Et puis, donner confiance à vos enfants, valoriser tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont acquis comme compétences et leur donner l'élan de continuer et d'avancer d'autant plus. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas non plus forcément vous dire ce qui fonctionne. Ça, c'est dans un échange avec l'enseignant au sein de la classe. Il y a aussi un autre moment dont on n'a pas parlé, mais qui est un moment très important pour les élèves qui sont demi-pensionnaires, c'est le temps de la cantine. Parce que ça aussi, c'est pas facile la cantine quand on est habitué à manger en famille à 3, 4, chez la nounou à 4, 5, à la crèche à une petite dizaine, et puis qu'on se retrouve dans un grand réfectoire avec plein d'enfants, beaucoup de bruit, où il faut quand même manger. C'est pas les plus brillants les maternelles quand même, hein. Ça va. Alors, c'est peut-être pas les plus brillants, c'est vrai, mais c'est quand même plus brillant qu'à la maison. Oui. Donc c'est tout un environnement qui est un peu différent. Bien évidemment, à la cantine, le menu est imposé aussi. Donc votre enfant va avoir à goûter peut-être des choses auxquelles il n'est pas habitué. Alors il faut savoir que pareil, on ne va pas les forcer à manger toute leur assiette, à finir toute leur assiette. On les invite à goûter. Voilà. Donc si votre enfant rentre le soir, mange à la cantine, et rentre le soir, vous lui demandez qu'est-ce que tu as mangé ce midi, il va vous dire du pain. Et là, vous allez dire, mais c'est pas possible, je paie la cantine et mon enfant mange du pain. Alors voilà, ça peut durer un petit moment. C'est vrai, les enfants mangent du pain, mais pas que. Mais pas que, voilà. Mais pas que, il faut vous rassurer, voilà, ils sont bien encadrés, bien accompagnés, mais ça peut être un moment difficile pour eux. Donc il faut aussi vous y préparer. Surtout en début d'année. Et pour compléter, il faut savoir qu'ils ne sont pas dans un monde inconnu, ils sont aussi avec des adultes qui connaissent, puisque la personne qui va être en classe avec l'enseignant toute la journée, son ATSEM, sera aussi là sur le temps de cantine avec lui. La personne de l'école qui va voir le plus vos enfants, c'est l'ATSEM. L'ATSEM, elle est là de 8h30 à 16h30. L'enseignant, de 11h30 à 13h30, n'est pas avec les enfants. Donc bien souvent, on est dans l'école, mais on n'est pas sur les temps de cantine. L'ATSEM, c'est vraiment l'adulte en petite section qui va être la référence de vos enfants. Et donc voilà, c'est celle qui fait le lien sur tous les temps, en fait. Vous savez tous ce que c'est une ATSEM ? Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous ne savez pas ? Non. On va vous expliquer du coup. L'ATSEM, c'est justement, c'est ce qu'on disait, c'est un diplôme. Alors, je vais pas caricaturer, mais on est entre l'enseignant et la nounou. Vous voyez, là, on est en la transition. C'est la personne qui va prendre soin de votre enfant, au-delà de l'enseignant, sur toute la journée. Donc, quand on dit qu'on va régulièrement aux toilettes, ce genre de choses, c'est souvent avec l'ATSEM aussi. C'est, vous voulez peut-être développer, j'ai essayé de faire un peu simple, mais voilà, c'est la personne qui va s'occuper des enfants de la classe, donc en complément de l'enseignant. Elle n'a pas une vertu pédagogique, elle a vraiment une vertu d'accompagnement et d'encadrement des enfants. L'ATSEM assure une sécurité physique des enfants, mais aussi une sécurité affective, parce qu'elle est là tout le long de la journée, et c'est un pilier pour les enfants en maternelle, vraiment. Et on peut les recroiser des années plus tard, et ils se souviennent très très bien de leur nom. Alors, pour compléter également, l'ATSEM, elle peut aussi intervenir, et elle intervient sur des domaines d'activité pédagogique, sur des ateliers que nous, on va appeler des semi-dirigés, donc sur lesquels l'enseignant a préparé la classe en collaboration avec son ATSEM et qui va permettre de continuer les apprentissages qui ont déjà été initiés par l'enseignant. Tout à fait. Il y a une question. Il y a plusieurs questions.
Alors, moi, je voudrais savoir comment ça se passe pour un enfant qui éventuellement ne sera pas propre à la rentrée. On a eu la même question sur Internet, donc on va pouvoir répondre, mais je savais que ça viendrait. C'est obligé qu'on ait cette question. C'est obligé. C'est un stress Alors, pour les parents. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la vérité ou Alors, on il doit dit... absolument la vérité, être c'est que tous les enfants vont être propres un jour, donc pas de panique. Que la rentrée, c'est le 2 septembre et qu'on est fin mai, donc il y a encore du temps. Faites confiance à vos enfants, ça va bien se passer. Comme moi, en tout cas, sur mon école, les familles que je reçois en entretien pour les inscriptions, il ne faut pas oublier qu'à l'école, tout est adapté à la taille des enfants. À la maison, ce n'est pas le cas. Chez les nounous, ce n'est pas le cas. Et ils vont être dans l'imitation des copains et des copines. Donc, il y aura des accidents plus tard, même en élémentaire, effectivement. Et un enfant qui a ses 3 ans depuis le mois de janvier. Donc, logiquement, on ne peut pas leur demander la même chose. Alors, on a des questions sur Internet. La première, c'est les horaires de l'école. On y vient après. Ensuite, les enfants peuvent-ils manger à la maison et revenir? Oui. On y a répondu, oui, tout à fait. Ils peuvent revenir dormir, pardon, Madame la directrice? Oui, ils peuvent revenir dormir, effectivement. Voilà, ils peuvent revenir dormir. Donc, le temps du midi, c'est 11h30, 13h30. Donc, soit vous, effectivement, vous décidez que vos enfants mangent à la cantine, soit, effectivement, vous pouvez les récupérer pour qu'ils mangent à la maison. Après, à voir, effectivement, si vous souhaitez qu'ils reviennent dormir à l'école ou si vous souhaitez qu'effectivement, ils dorment à la maison et les faire revenir après l'heure qui sera définie par l'école, après la sieste. Donc, voilà. Alors, pour la question de l'horaire, parce que tu en parles, on va revenir sur les horaires. Un horaire de journée, c'est 8h20, ouverture des grilles d'une école, jusqu'à 8h30, fermeture des grilles. À nouveau, 13h20, 13h30. En termes d'horaire d'ouverture, puis à nouveau, on rend les enfants à 11h30, puis à 16h30. Et on a une dernière question, c'est combien d'ATSEM par classe? Une. Voilà. Voir moins, ça va dépendre si c'est des petits, des moyens ou des grands. En général, on a une ATSEM chez les petits et après, chez les classes de grands, c'est plutôt découpé en demi-journée.
Alors, on me dit que ça a coupé à un moment donné et que les gens n'ont pas entendu pour la propreté en direct. Est-ce qu'on peut... On refait un point. Ça fonctionne là? C'est bon? Ouais, ok. On va juste réexpliquer rapidement la propreté, mais 2 minutes, enfin, Donc, 30 secondes. La propreté, enfin voilà, pas de pression sur les nez. Le 2 septembre, c'est pas tout de suite, ça a le temps de changer. Un enfant pas propre à la rentrée sera de toute façon accueilli à l'école. Voilà. Et donc, on leur facilite l'accès à la propreté en leur mettant des couches adaptées qu'ils vont pouvoir descendre tout seuls si toutefois ils avaient envie d'aller aux toilettes et de commencer cette phase d'acquisition d'autonomie sur la propreté. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner et de devenir le plus autonome possible. Et d'échanges en nombre suffisant. C'est-à-dire que si votre enfant se fait pipi dessus, c'est pas grave. Il sera nettoyé, il sera changé, accompagné par l'ATSEM dont on parlait tout à l'heure. Et voilà, mais il y a des changes à disposition dans les écoles, mais voilà, le mieux c'est quand même de prévoir des vêtements en nombre suffisant à votre enfant et de ne pas oublier de les marquer à son nom. Ah oui. Les marquer à son nom et les manteaux, les gilets, tout ça. Et de prévoir aussi en début d'année. Alors je sais que on a toujours envie que ses enfants soient les plus beaux du monde, bien habillés, voilà. Mais c'est vrai qu'un enfant de petite section, quand il a des collants pour une petite fille, quand il a un bouton à enlever, c'est très compliqué. Et puis il faut qu'il aille souvent très très vite aux toilettes. Donc en début d'année, on vous invite aussi à mettre des choses pratiques. Rien ne vaut un leggings, un jogging, c'est très bien. Voilà, et ça favorise l'autonomie. Il peut faire tout seul. Des pantalons avec les élastiques. Des chaussures sans lacets, aussi des salopettes. Enfin voilà, tout ce qui va permettre à votre enfant de je vais utiliser le mot se débrouiller, mais on est vraiment sur une acquisition de l'autonomie. Donc l'idée, c'est plus vous allez simplifier la tâche à vos enfants, plus vous allez accompagner cette autonomie, et tout en n'occultant pas le nombre d'élèves par classe et les adultes qui sont au nombre de 2 quand tout va bien dans la classe. Voilà. Alors, quand votre enfant va faire son entrée à l'école, donc effectivement, il y aura l'enseignant et l'ATSEM, mais pas que. Vous allez être amené à rencontrer beaucoup d'interlocuteurs. Donc, effectivement, le directeur ou la directrice de l'école. Donc, on a vu le maître ou la maîtresse, l'ATSEM. Sur effectivement la commune de Franconville, nous avons des psychologues scolaires, donc qui ne sont pas attitrés sur une école, mais qui circulent sur toute l'école de la ville. Donc chaque école, en tout cas, a une psychologue scolaire référente. Il en est de même pour l'infirmière. Chaque école a une infirmière attitrée. Et nous avons un médecin scolaire qui se trouve effectivement au centre médical scolaire de Sannois. Voilà, donc c'est le médecin scolaire qui gère les écoles effectivement de la ville de Franconville, et c'est notre médecin scolaire référent. Vous aurez aussi les parents élus. Donc les parents élus, c'est vous qui allez les élire tout début de l'année, au mois d'octobre. Donc vous avez un certain nombre de parents élus, le nombre de classes que comporte l'école. Donc ces parents élus sont là pour vous représenter, vous, en tant que parents, et peuvent effectivement répondre à vos questions puisqu'ils siègent au conseil d'école, et ce sont eux effectivement les partenaires directs représentants des parents. Les parents ressources. Et ils peuvent d'ailleurs aussi se présenter. Nos parents dans la salle, vous pouvez vous présenter. Oui, tout à fait. Vous pouvez effectivement, c'est pas parce que votre enfant rentre en petite section que vous n'avez peut-être pas encore l'habitude du fonctionnement de l'école, mais effectivement, vous pouvez vous présenter en tant que parent élu, vous ne serez pas seul. Et puis c'est bien effectivement d'avoir aussi des nouveaux parents, parce que du 109, voilà, on a des parents qui vont quitter l'école en tant que parents élus, donc il faut effectivement grossir, renouveler les équipes de parents élus. Et vous parliez tout à l'heure d'être force de proposition. Les fédérations de parents, les représentants de parents d'élèves élus peuvent être effectivement force de proposition de projets qui soient en lien
entre les parents, entre les écoles, entre les enseignants. Donc voilà, on vous invite effectivement à vous rapprocher puisque les élections sont début octobre. Donc vous pouvez déjà avoir connaissance, et généralement ils se présentent peut-être lors des premières réunions de rentrée. Les réunions de rentrée qui seront faites dans les classes de vos enfants, généralement au moins un parent élu vient présenter, effectivement, quand il y a plusieurs fédérations, généralement ils viennent se présenter à vous. Et puis il y a des affichages aussi dans les écoles, savoir effectivement quelles fédérations sont présentes et vers qui vous pouvez vous tourner. Et généralement il y a leurs coordonnées. Et puis n'hésitez pas à demander effectivement aussi aux directions d'école si vous souhaitez effectivement rejoindre l'aventure. Tout à fait. Et puis juste pour compléter, du coup, même si c'est pas imaginons que vous connaissiez déjà une autre fédération de parents d'élèves qui ne soit pas implantée sur l'école, vous pouvez aussi créer une liste, il faut être 2. Ça, c'est la première chose. Et en plus, les représentants de parents d'élèves assistent au conseil d'école et donc ont quand même une vision peut-être plus fine des projets sur l'école que les autres parents. Donc ça peut aussi être intéressant quand on a envie de s'impliquer. On parlait de psychologues scolaires, de médecins scolaires et d'infirmières. Ils ne siègent pas dans les écoles, on les sollicite si besoin, nous, corps enseignants, mais ils sont aussi, notamment la psychologue scolaire, un interlocuteur que vous pouvez solliciter en demandant leurs coordonnées directes à l'enseignant si jamais votre enfant, la situation de votre enfant vous interpellait ou des choses pouvaient vous interpeller ou vous questionner. Vous êtes à même et en droit de pouvoir les solliciter directement. La psychologue scolaire et l'infirmière scolaire, je dis les, puisque ce ne sont que des femmes sur la commune, font partie intégrante des équipes. C'est vraiment important de le souligner. Ce n'est pas essentiellement les enseignants et les ATSEM. Elles font vraiment partie des équipes et elles peuvent être effectivement sollicitées par les familles aussi, autant que nous, on peut les solliciter quand on se pose des questions. Voilà. Et donc les derniers interlocuteurs de l'école, les parents ressources. Alors là, par contre, nous n'en avons pas sur toutes les écoles de la ville. Alors les parents ressources, c'est des parents en fait, qui sont volontaires pour vous aider dans les démarches, plutôt tout ce qui est numérique. Voilà. Donc pour les familles qui auraient des difficultés, par exemple, à se connecter sur le kiosque famille, à faire les réservations, à accéder à l'espace numérique de travail, à accéder à Benelu, à Classroom, enfin. Les parents ressources, en fait, se rendent disponibles. Alors, quand il y a des parents ressources sur l'école, généralement, il y a un petit flyer aussi, il y a des affichages et il y a leurs coordonnées pour que vous puissiez effectivement les rencontrer. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, si vous êtes volontaire, vous vous présentez auprès de la directrice. Là, on est vraiment en manque. Alors, pas sur toutes les écoles, mais sur certaines écoles, il n'y a pas de parents ressources. Et c'est vrai que, voilà, c'est un vrai partenaire de l'école, en fait, le parent ressources. Et ça permet de garder ce lien école-famille qu'on cherche à vraiment conserver, à entretenir et à favoriser. Tout à fait. Et donc, maintenant, on passe au périscolaire. Oui, je vais reprendre. Donc, le périscolaire, je sais qu'on a des questions sur Internet sur le périscolaire, donc je vais y répondre en même temps. Donc, on a, merci, donc le directeur d'accueil de loisirs, qui est le principal interlocuteur, les animateurs, puisqu'on les voit aussi au quotidien quand on dépose et quand on récupère nos enfants. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir affaire au directeur, enfin, on en a 2, du service enfance et même, à l'occasion, à l'élu qui est en charge du service enfance, c'est-à-dire moi, puisque c'est dans mon périmètre, hein, c'est tout ce qui concerne l'école, donc les affaires scolaires, l'enfance et la restauration. Je sais qu'on a des questions sur Internet sur les horaires du périscolaire, donc on va aller voir un peu plus loin, mais je vais vous dire rapidement tout de suite. L'accueil de loisirs ouvre à 7h le matin, donc ils vont être, si vous déposez vos enfants à 7h, ils seront sous la responsabilité de la commune avec nos animateurs de 7h à 8h20. À 8h20, donc, les enfants vont basculer sous la responsabilité de l'Éducation nationale. On parlait de la cantine tout à l'heure, donc c'est pareil, hein, on parlait des ATSEM. Les ATSEM, c'est du personnel communal
qui seront accompagnés d'autres agents sur le temps de cantine. Et donc là, on rebascule sur le périmètre de la mairie jusqu'à 13h20. 13h20, 13h30, les enfants qui ne mangent pas à la cantine reviennent à l'école. Et à 16h30, pour ce qui concerne la maternelle, ensuite, les enfants rebasculent sur du périscolaire, donc avec un goûter et des jeux, avec nos animateurs encore jusqu'à 19h. Une question. Ma question porte sur l'accueil tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a sur la commune de Franconville suffisamment de place pour toutes les vacances scolaires, pour tous les mercredis, toute l'année? Alors, sur le temps scolaire, pas de souci. Cette année, c'est un peu une première, on a été un peu en déficit de personnel en début d'année. En début d'année, on a des gens qui sont dans l'animation sur des périodes très ponctuelles, hein, des jeunes qui reprennent Parcoursup, etc., et qui ont repris leurs études à la rentrée. Et on a eu un delta avec des taux, comme on a des taux d'encadrement, on est assez limité. On a eu une période un peu difficile je dirais jusqu'aux vacances de la Toussaint, de mémoire, où j'ai sollicité les parents, j'étais transparente avec les parents, je leur ai envoyé un courrier en disant que dans la mesure du possible, si les parents avaient un autre mode de garde, qu'ils essayent de privilégier cet autre mode de garde pour qu'on puisse accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Et puis après, le temps de retrouver de nouvelles recrues, de les fidéliser. Depuis, je ne vais pas dire qu'on est large, mais en tout cas, on a nos taux d'encadrement et on accueille les enfants sans restriction. Je ne peux pas vous garantir que ce sera la même chose à la rentrée. On aura peut-être une petite période de flottement, je l'espère. J'espère pas, mais on anticipe en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on me fait signe que oui. Je vais la lire du coup. Je vais faire les questions et les réponses. Alors, à partir de quand les parents de petites sections pourront s'inscrire aux activités périscolaires? Alors, les parents de petites sections auront les droits pour la rentrée, donc en plus, alors, autre fait important, on va changer de logiciel. On est sur un logiciel qui s'appelle Technocart actuellement, avec qui on travaille depuis très longtemps, qui a été bien au moment, je pense, où on l'a pris, dans les années 90. Et voilà, j'ai tout dit. Donc, on a fait un appel d'offres et là, on a un nouveau logiciel qui s'appelle Agora. C'est bon, j'ai bon. Qui s'appelle Agora et qui est en train d'être déployé et qui sera opérationnel à la rentrée, puisqu'on doit avoir une période de doublon pour ne pas perdre nos données. Donc, pour répondre aux questions, on ouvrira les droits aux parents un peu avant la rentrée pour qu'ils puissent s'inscrire à partir du 2 septembre. Mais si la question est de savoir si on peut s'inscrire aux activités avant d'avoir fait la rentrée, la réponse est non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, si on revient sur l'aspect santé, sécurité à l'école, on accueille dans nos classes des élèves qui ont besoin de ce qu'on appelle un PAI, un projet d'accueil individualisé qui est soumis à signature du médecin ou médecin scolaire. Donc tout cas, alors les plus fréquents sont des cas d'allergie alimentaire ou des cas d'asthme. Donc voilà, doivent être signalés surtout aux enseignants et à la direction d'école au moment de l'inscription, et puis pour qu'on ait une vigilance accrue dès le démarrage de l'année et qu'on sache comment travailler avec vos enfants. Si vos enfants présentaient une allergie, si vos enfants quelconque, et qu'un traitement devait leur être administré, pas de PAI, pas de traitement. En gros, voilà. Le PAI conditionne effectivement, même si votre enfant est
elle fait une crise d'asthme, on ne pourra pas donner de ventoline s'il n'y a pas de PAI. Voilà. Et c'est valable pour n'importe quoi, du Doliprane, n'importe. Hein. Oui, donc ça veut dire que l'enseignant de votre enfant, l'ATSEM de la classe de votre enfant, ne peut pas lui donner le médicament. Si votre enfant est malade et qu'il a un traitement qui nécessite une prise d'antibiotiques sur le temps de midi ou une prise de Doliprane, ça ne peut pas être fait à l'école. Donc on vous invite vivement à demander à votre médecin une prise d'antibiotiques matin et soir. Et puis si votre enfant a de la fièvre, en fait, il est quand même mieux à la maison qu'à l'école. Voilà. Ce qui suppose aussi qu'on ne glisse rien dans le sac à dos de l'enfant en demandant à titre exceptionnel de donner quoi que ce soit. On a déjà eu des situations où un enfant savait ou a découvert dans son sac un médicament quelconque. Vous imaginez bien les soucis que ça peut créer s'il venait à s'administrer tout seul un médicament ou bien à un copain qui tomberait sur le sac par inadvertance et pourrait l'utiliser. Donc, tout médicament reste à la maison sans PAI préalable. Et juste, si jamais vous devez avoir un PAI, ça s'anticipe un petit peu, puisque ça doit être quand même signé par plusieurs protagonistes. Tout à fait. Et chacun a un exemplaire. Nous, on a un exemplaire sur le temps de cantine. On va avoir aussi un exemplaire sur le périscolaire ou les mercredis ou les vacances. La directrice, l'enseignant évidemment aussi. Donc voilà, c'est le temps que tout le monde, que ça tourne et que ça soit signé par tout le monde, ça peut prendre quand même quelques jours. Non, alors si du coup tu compléteras après. Si votre enfant a un PAI, on vous invite également à, quand vous allez donner l'ordonnance, il faudra donner l'ordonnance, il faudra donner le document PAI, il faudra donner le médicament. L'idéal, c'est que tout ça soit dans une petite trousse avec le nom de votre enfant. Sa photo, c'est même encore mieux. Mais ça peut être fait au niveau de l'école. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut... Alors, bien évidemment, ça sera vérifié au niveau de l'école par rapport à la date de péremption du médicament. Si vous, de votre côté, vous êtes concerné, vous notez à la maison la date de péremption. Ça vous permettra de donner au bon moment un nouveau médicament et pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement de votre enfant. Et alors, en parlant de trousse, il n'y a pas d'obligation, mais moi, ce que je conseille, effectivement, je le conseille sur mon école et donc je le conseille pour les autres écoles, on a une trousse sur l'école, effectivement, mais quand les enfants basculent sur le temps périscolaire, surtout le matin ou le soir, c'est bien de doubler cette trousse. Alors, je sais qu'il y a certains médecins qui ne sont pas favorables à ça, mais c'est bien, effectivement, que la trousse soit sur les deux endroits. Parce que, imaginons qu'effectivement, il y a une crise d'asthme et qu'il faille administrer rapidement, effectivement, de la ventoline. Les animateurs, il faut qu'ils reviennent dans l'école. C'est pas toujours très simple. Donc, au cas où, effectivement, vos enfants aient un PAI, alors doubler les trousses. Je vais valider. On demande une deuxième trousse. C'est ce que j'allais compléter. On demande une deuxième trousse sur le temps périscolaire, tout simplement parce qu'en plus, on peut en échanger après, mais autant le matin et le soir, on sera sur l'école, autant les mercredis et les vacances, ça peut changer de site. Et on ne va pas récupérer la trousse qui est dans l'école. Donc, on a la nôtre aussi. Une question. Deuxième exemple pour lequel c'est vraiment nécessaire de doubler tout ça, c'est que ces PAI, ces trousses de PAI sortent avec la classe à partir du moment où elle quitte l'école. Un élève sous PAI, la maîtresse emmène avec elle, la maîtresse ou le maître, emporte avec elle cette trousse. Il suffirait qu'un jour, elle ait oublié de la remettre parce que la sortie s'est terminée trop tard, elle est repartie par inadvertance avec la trousse dans son sac, et que votre enfant est au périscolaire et en a besoin, on se retrouverait embêté. Donc voilà, vraiment, on insistera sur ça aussi. Ah oui, vraiment, une de trousse. Il y avait une question. Alors justement pour cette double trousse, parce que moi je suis concernée par le PAI, et il suffit juste de demander au médecin de doubler l'ordonnance, j'imagine, et après de tout préparer et à la rentrée bien donner les deux trousses aux deux services concernés. Voilà, aux deux services concernés.
L'ordonnance ne suffit pas, par contre. Il faut bien le formulaire PAI. Donc, soit certains médecins l'ont. Si effectivement votre médecin ne l'a pas, n'hésitez pas à demander à la direction de l'école. Moi, j'ai déjà le formulaire parce que justement, lors de l'entretien avec le directeur, il nous a posé la question. C'est pour l'asthme, c'est rien de trop méchant. Et en fait, il nous a justement posé la question. Donc, il nous a donné le formulaire qui reste à remplir par le médecin. Et après, il nous a demandé de l'envoyer par mail au plus vite, ou sinon à la rentrée. Et je vais compléter, sinon il y en a aussi à la mairie. Ce qui est plus facile. Deuxième cas sur la santé au niveau de l'école, ce sont les situations d'élèves qui seraient en situation de handicap, reconnus par la maison du handicap, qu'on appelle des élèves en situation de PPS, qui bénéficient donc d'un projet personnalisé de scolarité. De scolarisation, et pour qui on va proposer des aménagements, mais qui sont vraiment au cas par cas, donc on ne va pas développer plus. Mais tout ça, voilà. Après, c'est... tout ça amène aussi, effectivement, aux personnes que vos enfants peuvent croiser sur une école. C'est-à-dire que les élèves, effectivement, bénéficiant d'un PPS, peuvent être accompagnés, avoir besoin d'une aide humaine, donc les AESH. Les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Et effectivement, donc sur la classe, il y a l'enseignant, l'ADSEM, mais il peut aussi y avoir effectivement les AESH qui accompagnent ces enfants qui ont ce besoin d'aide humaine en fait. Et donc pour assurer la sécurité dans l'école, plusieurs fois dans l'année, on met en place des exercices incendie et l'exercice de PPMS. En maternelle, forcément, les exercices incendie, ça fait un petit peu peur. Ça sonne fort, ça fait du bruit. L'exercice de PPMS où effectivement il va falloir se cacher sans faire de... Oui, c'est bon. C'est plan particulier de mise en sécurité. C'est au cas où il y aurait une intrusion dans l'école, c'est au cas où il y aurait un risque de nuages toxiques, au cas où il faudrait tout simplement que les enfants se confinent, soit dans un lieu de l'école, soit se cachent. Et donc soient amenés à réagir rapidement. Il faut savoir qu'en maternelle, bien évidemment, tous ces exercices sont faits par le jeu. Vous avez très bien suivi. Oui. Voilà, on joue. On ne leur fait pas peur. On ne leur raconte pas des histoires affreuses. On joue. Et ça se passe très bien. Généralement, effectivement, mais il faut se cacher. Donc, il faut fermer les rideaux. Il ne faut pas faire de bruit. Et c'est souvent les élèves de maternelle. Enfin, moi, je parle pour mon école. C'est souvent les élèves de maternelle qui sont les plus disciplinés parce qu'on est sous le jeu. Mais les habitués dès la petite section, voilà, tous les ans, il y a ces exercices. On les habitue et ils prennent effectivement les bons réflexes parce qu'on n'est pas à l'abri. Et voilà. C'est beaucoup plus difficile de faire un PPMS au collège qu'en maternelle. Hein. Parce qu'ils n'écoutent rien. Oui, cette slide, on va la passer parce que c'est tout. Propreté, ce ne sont que des choses dont on a déjà parlé. Oui. Alors, on a quand même voulu remettre une petite image sur l'usage du numérique sans danger, parce qu'on est de plus en plus confronté à des élèves qui sont dès leur plus jeune âge sur des écrans qu'on va nommer des écrans babysitters. Sur lesquels, du coup, on voit bien que ça génère chez les enfants un manque d'attention. Et si on peut l'utiliser avec parcimonie et en ayant vraiment un contrôle dessus, c'était plutôt ça l'objet de cette image. Peut-être que vos enfants seront amenés à l'utiliser, le numérique, au cours de leur scolarité en maternelle, mais un numérique éducatif et à visée pédagogique toujours. Et là, je rebondis sur les parents ressources. Les parents ressources sont formés en fait par le territoire numérique éducatif qui apporte en fait à ces parents des supports. Les parents découvrent effectivement ces supports pédagogiques éducatifs sur le numérique et ces parents peuvent tout à fait être à même de vous proposer, si vous souhaitez qu'effectivement votre enfant accède au numérique, mais voilà, avec un certain filtre,
ces parents sont formés et peuvent vous donner effectivement le nom de certaines applications mises en place, des choses qui sont adaptées à l'âge de vos enfants. Voilà. Mais voilà, au quotidien, j'entends des enfants de 3 ans qui ont accès à des contenus qui ne sont vraiment pas adaptés et j'insiste vraiment sur la vigilance que nous, adultes, nous devons apporter par rapport à ça. Je ne suis pas en train de vous dire non, pas de contenu numérique, pas de télé, pas de tout ça, pas d'écran, mais attention au choix et au temps aussi. Et vraiment au temps, parce que nous, on s'en rend compte en fait sur les écoles après. Les enfants sont effectivement face aux apprentissages comme face au téléphone ou à la tablette. Il faut que ça aille vite et on n'est pas concentré. Et vraiment attention à ça. Nous, sur les écoles, on utilise le numérique avec les enfants, mais avec parcimonie. Voilà. Un des freins de l'usage numérique aussi sur lequel il faudra insister, c'est la socialisation. Plus les élèves vont passer du temps sur les écrans, plus ils vont être refermés sur eux-mêmes et plus cette compétence qu'on cherche à viser et l'enjeu de la maternelle dont on parlait tout à l'heure, les enjeux, puisque ça impactera aussi le langage, la socialisation, qui sera forcément à un moment entravée par un usage du numérique trop conséquent. Avez-vous des questions ? Alors moi, je sais qu'il y a une question sur Internet, mais on n'est pas trop sur ce qu'on vient de se dire. C'est plutôt savoir s'il y a des journées, demi-journées d'intégration. Vous allez peut-être en parler après. Alors, être parent d'élève, qu'est-ce que ça signifie ? Un des premiers rôles essentiels qu'on a, nous, en tant que parents d'élèves, on peut tous s'y intégrer, c'est de s'intéresser au parcours scolaire de notre enfant et de démontrer de l'intérêt pour ce qui se passe. Plus on va s'y intéresser, plus notre enfant va s'ouvrir et plus cette collaboration, ces échanges que vous allez avoir avec eux vont faire qu'eux vont se motiver pour les apprentissages et vont développer une volonté, un engagement certain envers l'école. Donc là, on a un rôle à jouer qui est essentiel. Deuxième, c'est participer le plus possible à la vie scolaire de nos enfants, aux réunions proposées par l'enseignant, par l'école, avec également toutes les réunions de la mairie. Donc si vous êtes là ce soir, c'est pas par hasard, parce que voilà, c'est un premier pas dans cet engagement et on ne peut que vous engager à poursuivre, à solliciter l'enseignant, même si on n'est pas sur des périodes de remise de carnet de suivi, dès que vous avez une interrogation, vraiment d'aller vers ce dialogue qui est essentiel pour pouvoir permettre à votre enfant de s'épanouir et d'évoluer positivement. Et vous, et nous, en tant que parents, de nous rassurer aussi, parce que effectivement, quand notre enfant rentre à la maison en disant non, j'ai rien fait, j'ai joué, ça interroge, ça interpelle, ça peut inquiéter. Donc, de ne pas rester sur des non-dits et d'aller vers l'enseignant et vraiment de questionner, de travailler ce rôle de partenaire. On est sur des partenaires de coéducation et ça, c'est important de le garder en tête. Je te laisse le dernier élément. Et donc, pour terminer, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, participer aux élections de représentants de parents d'élèves. Alors déjà en votant et peut-être effectivement en vous présentant. Voilà, c'est pas ça demande pas beaucoup de temps. Il y a 3 conseils d'école par an sur chaque école. Et après, chaque direction d'école va peut-être vous solliciter sur des temps un petit peu précis. Mais voilà, ça fait aussi partie de la vie de l'école et d'accompagner la scolarité de vos enfants. Tout à fait. Après, s'il y a une kermesse, on vous sollicitera aussi. Enfin voilà, mais c'est plutôt des moments sympas. Enfin, je pense que ça crée un vrai lien d'être représentant de parents d'élèves au sein de l'école. Après, on peut comprendre aussi que quand on est parent d'un enfant qui rentre en petite section, peut-être on n'a pas trop envie de s'engager parce qu'on ne connaît pas trop. Le fait que vous ne soyez pas élu représentant de parents d'élèves, ça ne vous empêche pas de vous investir dans l'école. Les enseignants, la direction vous solliciteront pour encadrer
une sortie, pour peut-être encadrer un atelier en classe parce qu'il y a un projet particulier. Et le fait de ne pas être élu, ça ne vous empêche pas de participer à toutes ces activités. Donc là, on est sur la liaison école-famille. Donc j'imagine que si vous êtes tous là, c'est que vous avez déjà peut-être fait l'entretien effectivement avec la direction d'école où ça ne va pas tarder. Voilà. Bien souvent, les écoles, en fait, une visite de l'école est prévue. Alors, les modalités sont différentes sur les écoles de la ville. Pour certains, c'est en matinée, d'autres en soirée. Voilà, donc chaque direction vous dira effectivement comment est organisée la visite de l'école. Très rapidement, après la rentrée, chaque enseignant va prévoir effectivement une réunion de rentrée, donc avec les parents de la classe. Donc là, c'est vraiment l'enseignant de votre enfant qui vous invitera à participer à cette réunion de rentrée. Elle est importante, cette réunion de rentrée, vraiment, parce que votre enfant sera déjà rentré, vous aurez déjà peut-être des questions à poser, et c'est voilà, c'est ce moment-là, et puis ça permet aussi de rencontrer les autres parents de la classe, ce qui n'est pas rien. Et vous demandiez tout à l'heure une journée type en maternelle, elle pourra être présentée sur ce moment-là, en fait, parce que du coup, l'enseignant sera à même de vous présenter son emploi du temps. En sachant qu'un emploi du temps dans une classe, il est variable de période à période. Donc, en langage enseignant, une période va de vacances à vacances et peut être amenée à être bousculée, changée pour les biens de projets pédagogiques, pour le bien d'utilisation de locaux. Voilà. Donc, et ça, c'est au cours de cette réunion de rentrée que c'est présenté. Donc, voilà, c'est très important, effectivement, d'y participer, de créer un premier lien avec, et même pour votre enfant, de pouvoir pénétrer la classe puisque vous ne pourrez pas forcément toujours y accéder. Et donc là, c'est le moment de l'investir. Donc une fois dans l'année, comme on disait tout à l'heure, l'enseignant de votre enfant vous remettra le carnet de suivi des apprentissages. Donc une fois, 2 fois, mais au moins une fois. Voilà, au moins une fois dans l'année. Donc c'est un moment effectivement où vous pourrez échanger avec l'enseignant de votre enfant. Au quotidien, les cahiers de liaison ou les pochettes de liaison. Là, je parle pour mon école. Donc ça, pareil, outil de communication important. Et qui vient aussi un petit peu en complément, donc les ENT, où il y a une messagerie, où vous pouvez effectivement avoir des informations de la part de la direction ou effectivement des enseignants, mais aussi effectivement vous pouvez communiquer avec l'enseignant de votre enfant directement. Il y a le coin des parents et la messagerie. Et le cahier de vie. Alors certaines écoles ont un cahier de vie papier, d'autres pas, puisque c'est un bloc de classe. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui fait du lien. Et c'est là, le cahier de vie ou le bloc de classe va vraiment, en plus, vous servir à développer le langage avec vos enfants, parce que vous allez échanger avec lui. Il y a des photos qui seront collées ou posées sur, effectivement, le blog. Et peut-être que si il vous dit qu'il n'a rien fait, parce que ça arrive souvent, ben là, finalement, ça sera plus simple parce qu'il y aura les photos à l'appui. Et puis surtout, voilà, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant. Pas besoin de passer directement à l'étape au-dessus et au directeur. Voilà, l'enseignant de votre enfant, c'est vraiment la personne qui le connaît le mieux. Donc, voilà, n'hésitez pas à le solliciter. Ça peut être rapidement, comme ça, juste un petit mot à la sortie, mais c'est jamais toujours très simple. S'il y a quelque chose de plus formel, effectivement, là, on pose un rendez-vous et du coup, il y aura un rendez-vous qui sera posé. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Et le rendez-vous permet de discuter assis autour d'une chaise plutôt qu'au portail avec plusieurs parents qui pourraient être à l'écoute de ce que vous auriez à dire ou de ce que l'enseignant aurait à vous dire. Et donc on est mieux quand même en termes de confidentialité d'être installé sur une zone un peu plus neutre que le portail. Effectivement, voilà. Quand je parlais de portail, il a oublié sa cagoule. Voilà, c'est pas pareil. Bien voilà, sûr, bien sûr. Ça ne nécessite pas un mot dans le cahier. Alors là, ça c'est
C'est votre mission de l'été, en fait. C'est vos devoirs de l'été à vous en tant que parents. Pour vraiment que la rentrée en petite session se passe le mieux, vous allez, là, dès maintenant, en fait, aider votre enfant. Vous allez lui apprendre à faire tout seul pour lui apporter déjà une certaine autonomie. Nous, effectivement, à l'école, on va travailler sur cette autonomie. Mais on est une équipe, vous parents et nous, effectivement, l'équipe enseignante. Sans vous, on ne peut pas y arriver. Donc c'est pour ça, dès cet été, en fait, vous allez lui proposer de faire tout seul. Il va se tromper, votre enfant, et c'est normal. Il va faire des erreurs, et c'est normal. Et surtout, c'est pas grave, vraiment. Donc là, on voit effectivement les petits dessins. Commencer à s'habiller tout seul. Alors le pantalon sera probablement à l'envers. Mais c'est pas grave en fait, on va commencer effectivement à lui donner ces habitudes-là. À aller se laver les mains tout seul, parce qu'à la maison, peut-être vous l'aider, mais à l'école, l'enseignante et la TSEM à L2, elles ne pourront pas effectivement laver les mains de 24, 25 enfants, c'est pas possible. Se moucher, ça paraît peut-être surprenant, mais nous à l'école, on va effectivement leur dire d'aller chercher un mouchoir et se moucher tout seul. Voilà, et proposez-leur de se moucher tout seul, de s'essuyer le nez, mais ne faites pas leur place. Il va y en avoir partout, hein, on va pas se mentir, ça va couler sur le t-shirt, mais c'est pas grave en fait, vraiment, justement, il faut vraiment leur dire que c'est pas grave, on essaye, on rate, on va réessayer. Je peux juste ajouter, quand on dit se moucher, on va avoir la même action au niveau des toilettes. S'essuyer aussi, puisque l'enseignant ou la TSEM n'iront pas essuyer vos enfants. Donc ça fait partie des choses effectivement sur lesquelles il va falloir travailler, tout simplement pour préserver leur intimité aussi. Donc c'est quelque chose sur lesquels on n'intervient pas. Je vais rebondir sur ce moucher parce que j'ai une question sur Internet sur la liste des fournitures à fournir en septembre. Alors il n'y a pas le cartable avec la trousse, tout ça, mais par contre, je pense que vous avez sollicité un peu les parents, par exemple, en termes de mouchoirs. Il y a d'autres choses ou pas ? Alors, oui, ça varie d'une école. Ouais. Alors, les Kleenex, non, on est d'accord. En maternelle, les boîtes de Kleenex, faites du stock. Voilà, clairement. Après, d'une école à l'autre, il y a des écoles qui vont demander des lingettes, d'autres pas. Il y a des enseignantes qui vont demander des chaussons, d'autres pas. Donc, attendez vraiment. Dans ce dont je suis certaine, les boîtes de mouchoirs sur toutes les écoles de la ville et sur toutes les classes. Il n'y a pas de souci de la petite section au CM2. Voilà, clairement. Voilà. Il faut savoir que quand vous allez venir avec un paquet de mouchoirs, la maîtresse va vous accueillir comme si vous lui offriez un lingot. Hein. Parce qu'on en a toujours besoin. Donc, certaines périodes de l'année, c'est une boîte par jour. Voilà, voire deux en petite section. Et donc, comme je disais tout à l'heure, là, on avait noté, effectivement, lui donner confiance et l'autoriser à se tromper. On se trompe, c'est pas grave. On apprend en se trompant. Donc, vraiment... ça, c'est votre travail de parent jusqu'au 2 septembre, en fait. Voilà. Et de dédramatiser l'erreur, parce que très souvent, les enfants vont s'enfermer dans « là, je me suis trompée, je ne veux plus essayer, c'est terminé, j'arrête ». Donc, vraiment, travailler avec eux sur « tu t'es trompé, c'est pas grave, on recommence et on recommencera demain. Et regarde ce que tu as fait, bravo, tu as réussi. » Donc, on va continuer. Parce que ce statut d'erreur, il est important dès la petite section, et on le voit en élémentaire, ça reste quelque chose qui... handicap entre guillemets les élèves sur leurs apprentissages et de ne pas oser se confronter à la difficulté parce qu'on va se tromper. Donc voilà. Alors voilà quelques exemples d'activités que vous pouvez proposer à vos enfants pendant l'été. Voilà, aller au parc, dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on est allé? Ça va mobiliser le langage. Ça peut paraître bête, mais jouer avec vos enfants, aux petites voitures, à la dinette, des petits jeux de société, parce que tout ça, en fait, effectivement, on va le faire à l'école, donc ça va leur donner l'habitude. Les lotos, effectivement, les mémories, les dominos, ce genre de jeux de société, tout simple, qui ne dure pas très longtemps, parce qu'un enfant de 3 ans, ça ne va pas rester 40 minutes, effectivement, devant un jeu de société. Mais voilà, leur donner les habitudes, parce qu'on va apprendre à attendre son tour, et puis on attend son tour à l'école, mais on attend son tour aussi à la maison quand on joue, et à faire ensemble, tout à fait. Donc c'est pour ça faire un gâteau,
Là, on le fait ensemble, parce que du coup, ils ne vont pas faire des gâteaux tout seuls, mais voilà, faire un gâteau. Si vous allez pique-niquer en forêt, qui vous aide à préparer le pique-nique, qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac de pique-nique, tout ça. Jardiner, parce que ça fait partie effectivement des compétences qui sont travaillées à l'école aussi. Quand on parlait tout à l'heure d'explorer le monde, il n'y a pas besoin d'avoir un immense jardin, juste un petit pot où on met 2-3 graines, effectivement, ou même des haricots, et où ça va pousser. Et qu'est-ce qu'on observe tous les jours. Alors, sans avoir un emploi du temps, qu'on puisse expliquer ce qui va se passer l'après-midi. Cet après-midi, on va aller faire un tour de vélo. Et puis demain, effectivement, on va peut-être aller à la piscine. Ou demain, on va aller pique-niquer. Voilà, toujours effectivement leur expliquer dans le temps où vous allez, ce que vous allez faire, à quel moment. Et puis voilà, je finis par le plus important. Lire des histoires. Lire des histoires tous les jours à vos enfants si c'est possible. Ça, c'est comme tout à l'heure disait ma collègue, effectivement, c'est là où on apprend qu'est-ce que c'est l'écrit. Donc voilà, c'est au-delà, en plus c'est un plaisir pour les enfants, vous partagez un moment avec eux, vous leur lisez une histoire, mais il y a tout effectivement derrière des compétences qui sont travaillées. Eux s'en rendent pas compte, vous non plus, mais nous on le sait. Et vous nous aidez en fait vraiment aussi, nous dans notre quotidien en classe, de vos devoirs de vacances. Voilà. Donc, par exemple, des compétences d'écoute. Un enfant qui a l'habitude de recevoir une histoire le soir ou à n'importe quel moment, 5 minutes, même pas, ça va développer chez vos enfants, chez nos élèves, des compétences d'écoute, des compétences de compréhension qui vont s'affiner au fur et à mesure. Donc là, elles sont essentielles à travailler, effectivement, à pouvoir prendre ce moment de plaisir et d'échange privilégié avec vos enfants et tout au long de leur scolarité, hein, pas que chez les petits. Et du coup, on peut peut-être en profiter pour avoir peut-être une ou deux histoires sur l'entrée à l'école. Ah. Nous y voilà. Alors, des albums jeunesse, hein, alors pas besoin d'aller acheter. La médiathèque, effectivement, est dotée de plein de choses sur la rentrée, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez aller emprunter. Après, là, dans très peu de temps, la Fnac Cultura partout, vous allez voir de toute façon fleurir un rayon avec... petit ours brun qui va à l'école, Choupi, voilà, c'est petit loup. Mais là, on n'aura pas de conseils à vous donner, quelque chose qui parle de l'école et de la rentrée. Ça peut être des imagiers aussi, parce que, je sais que moi, il y en a un que j'utilise beaucoup aussi. Il est très bien celui-ci, mais voilà, qui parle de l'école. Et puis justement, ces petits personnages qui parlent à vos enfants, ça peut être rassurant pour eux. Donc peu importe. Voilà, là, le panel est suffisamment grand quand vous irez effectivement dans un magasin ou même à la médiathèque. Voilà, ce qui fait plaisir aussi à vos enfants et ce qui l'interpelle. C'est important. Et puis s'il y a trop de choix aussi, parfois, n'hésitez pas à demander conseil auprès des médiathécaires. Elles sont de très bons conseils. Et ces lectures vont permettre de dédramatiser l'arrivée à l'école, où on sait que parfois c'est compliqué et que on sent bien parfois des changements 2-3 jours avant la rentrée parce qu'on leur a dit tout l'été qu'ils allaient rentrer à l'école. En prenant le temps d'échanger avec eux et de les préparer, on dédramatise ce moment-là pour eux et pour nous, pour nos parents. Et bien souvent, dans les classes, on a ces livres-là aussi et ils sont contents de les retrouver dans la classe quand on arrive parce qu'ils les ont lus à la maison avec vous et donc ils peuvent en reparler avec la maîtresse et ça c'est important. Si vous avez la possibilité, alors je ne sais pas comment ça se passe, moi sur mon école je fais des photos de l'école que j'envoie aux familles en fait par mail, mais si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à prendre des photos quand vous allez visiter, ça vous permettra effectivement de les montrer à vos enfants pendant les vacances. Comme ça, il y aura eu la visite, ils auront les images en tête, mais c'est important. Et puis les abords de l'école aussi, la porte d'entrée. Voilà. Donc quand vous allez faire la visite, demandez vraiment aux enseignants et à la direction si c'est possible. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas d'autres enfants sur la photo, mais c'est des choses importantes. Voilà. Si vous pouvez aussi demander, en demandant, si c'est possible de prendre les adultes en photo, ça peut rassurer aussi. Voilà, même si vous ne savez pas quel enseignant aura votre enfant, s'il vous autorise, ça peut être rassurant. Voilà.
Donc parler de l'école, ce qu'ils vont y faire, ce qu'ils vont apprendre, et surtout, on prépare le sac. Parler de l'école, dire ce qu'on va faire, dire ce qu'on va apprendre, et puis ne pas mettre la pression, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment pour la propreté, ne pas dire à vos enfants, si t'es pas propre, tu pourras pas aller à l'école, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément envie d'y aller à l'école. Et la même chose pour la Du coup, tétine. Du coup, et oui, pareil pour la tétine, etc. Du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Ils veulent pas y aller, donc ils font pas d'efforts pour être propres. Ils veulent pas y aller, donc ils font pas d'efforts pour quitter la tétine. Voilà. Donc la tétine, on l'accepte. Un enfant qui est pas propre, on l'accepte. Donc il n'y a pas de souci. On parle de l'école, mais pas en mettant des freins et des choses qui pourraient des empêchements. C'est pas une punition l'école. Ouais, c'est ça. Et puis très souvent, ils y viennent le premier jour, ils sont super contents, ils ont joué. Alors en plus, on parlait tout à l'heure de journées de moments d'intégration où ils vont possiblement, lorsque c'est fait sur les écoles, être sur un groupe diminué. Et puis quand ils reviennent et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont plus 10, mais ils sont 15, et puis 20, et puis 25, finalement, ils n'ont plus forcément envie de revenir. Donc n'ayez pas de crainte, c'est normal. Très souvent, ça génère plutôt des inquiétudes du côté des adultes que des enfants. Donc tout va bien, c'est un processus normal. Peut-être même le premier jour, ils vont vous étonner parce que vous vous attendez peut-être à ce que ça ne se passe pas très bien, à ce qu'ils pleurent, etc. Et le premier jour, pour beaucoup d'enfants, ça se passe très bien. Et c'est eux qui vous mettent dehors. C'est les jours d'après. Parce qu'en fait, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils reviennent tous les jours à l'école. Et ils n'ont pas forcément envie. Et c'est que le début. C'est ça. Et donc voilà, pour bien préparer la rentrée avec votre enfant, préparez son sac. Donc là aussi, en fait, il faut le responsabiliser. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac? Vous allez le faire avec lui. Donc peut-être que le choix du sac, il peut être fait aussi parce que il l'aura choisi ou elle l'aura choisi. Donc doudou, s'il y a doudou, il n'y a pas de problème. Par contre, même un doudou, on note tout. Tout. C'est pas que les vêtements. Le sac aussi, parce que tout, la tétine, on trouve une solution pour mettre effectivement le prénom dessus aussi, parce que même si ça reste dans le lit, il y a toujours un petit filou qui va passer, tiens, elle est marrante celle-ci, elle a une plus jolie couleur, et tac, et puis nous après on ne sait plus, donc même si, voilà, c'est compliqué, donc on note tout. Donc du change, voilà, dans le sac aussi. Change, c'est jusqu'aux chaussettes, parce que quand il y a des gros accidents de pipi, tout est mouillé. Donc voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, effectivement, des choses pratiques. Donc plutôt des leggings. Parce que oui, sur les écoles, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a ce qu'il faut pour les changer. Mais mettons-nous à la place des enfants qui ont été changés. On est toujours plus content d'avoir ses propres vêtements que les vêtements qui ne sont pas forcément ajustés à notre taille. Et puis qui a une couleur un petit peu bizarre. Enfin voilà, ça arrive. Donc voilà, du change pratique et puis pas mal pour le début. Et si, alors là c'est pas marqué, mais je pense que sur les écoles ça sera dit, un petit sac en plastique qui reste toujours dans le sac à dos pour le change quand c'est mouillé. Parce que maintenant, comme on n'en distribue plus, c'est un petit peu compliqué en fait. Oui. Et donc, puis, voilà. parce que c'est peut-être une évidence, mais je préfère vous le dire, on ne vous rend pas les vêtements propres du coup. Et sur ce qu'on note, on note aussi les chaussures. Parce que très souvent, on peut arriver avec une paire de chaussures quand on récupère notre enfant qui est exactement la même que celle de notre enfant, mais avec une pointure ou deux de plus ou de moins. Parce que l'enfant, il a reconnu sa chaussure, mais le voisin ou le copain, il avait la même. Et finalement, vous ne récupérez pas la vôtre, ou vous avez un pied dans la pointure et l'autre dans une autre. Donc voilà, pensez aussi à noter les chaussures, les chaussons, enfin vraiment tout ce qui va arriver à l'école et que vous souhaitez récupérer. Alors on arrive justement à tout ce qui est horaire. Organisation de la rentrée. Alors on va commencer déjà par l'organisation de la rentrée puisqu'il y avait une question par rapport à ça. Chaque équipe sur chaque école va vous proposer une organisation effectivement pour une intégration échelonnée pour vos enfants.
Donc ça, je ne peux pas répondre pour toutes les écoles de la commune, mais en tout cas, on n'arrive pas en petite section le lundi matin à 8h30 et on ne repart pas à 16h30. Non, et on n'arrive pas, voilà, ça sera des moments qui seront décidés en équipe, donc chaque direction d'école se rapprochera de vous pour vous donner effectivement l'organisation prévue. Soyez rassurés, voilà, c'est pas, on ne part pas dans le grand bain, on ne laisse pas papa, maman, non, quand même, on pense aux enfants. Alors, chaque jour, n'oubliez pas de préciser à vos enfants s'ils restent à la cantine, s'ils restent à la garderie et qui vient les chercher. Ils ont besoin de savoir. Alors, nous, en tout cas, il y a le kiosque famille qui nous permet maintenant, au niveau des réservations, de savoir si les enfants restent à la cantine et restent à la garderie. Ça nous permet effectivement une gestion quand même souple, mais vos enfants, eux, ça peut paraître, ça peut être très rapidement compliqué. Ne leur mentez pas. Si effectivement le temps de cantine, vous sentez qu'il n'a pas très envie, ne laissez pas l'enseignante ou à l'ATSEM la charge de lui annoncer ben non, tu manges à la cantine. Mais non, papa m'a pas dit en fait, papa m'a dit que je mangeais à la maison. Non, enfin, ne mentez pas à vos enfants. Voilà, vraiment, ça c'est important. Oui, ça va peut-être effectivement amener quelques pleurs, mais après, voilà, nous on le gère après ça sur l'école. On est sur l'école avec les enfants, on va savoir le faire, tandis que devoir contredire ce qu'a dit le parent, c'est plus compliqué pour nous, vraiment. Donc, quand voilà, j'ai tout dit. C'est rassurant de savoir pour votre enfant qui vient le chercher, quand, et de connaître en amont l'organisation qui lui permettra d'entamer sa journée sereinement et d'être du coup en disponibilité face aux apprentissages que son enseignant va lui proposer. Parce que autant quand vous lui demandez ce qu'il a fait de la journée, il va vous dire je sais pas, ou alors à la cantine j'ai mangé du pain, mais autant ce que vous lui dites, il s'en souviendra très très bien. Il soutiendra parfois même mordicus. Et moi je veux juste ajouter quelque chose, c'est au niveau effectivement quand vous déposez vos enfants à l'école le matin. C'est vrai que les premiers temps vous allez vouloir l'accompagner juste là où on vous accorde la possibilité de les accompagner. Si vous sentez vos enfants prêts, cherchez pas à rentrer effectivement dans l'espace. Si dès la porte de l'école vous sentez capable, laissez-le aller. Alors c'est frustrant, vous en tant que parent, vous allez avoir envie de savoir, mais rapidement vous allez avoir la réunion de rentrée, donc vous allez pouvoir rentrer dans l'école. Il y a le cahier de vie qui va pouvoir vous montrer comment ça se passe. Il y a aussi l'ENT, le bloc de classe. Si vos enfants vivent bien la séparation avec vous, c'est des fois plus dur pour nous, parents. C'est à nous, adultes, de prendre sur nous. Si ça roule, laissez filer vos enfants jusqu'à la porte de la classe tout seuls. Vraiment, voilà, j'insiste là-dessus. Par contre, si c'est plus compliqué et que vous devez les laisser à un moment, prévenez-les. Parce que parfois, on voit des parents qui envoient leur enfant jouer et qui ne les préviennent pas, s'absentent, et quand l'enfant se rend compte que son parent est parti, c'est la catastrophe. Donc voilà, autant s'ils sont prêts, on les laisse. S'ils sont moins prêts, on leur dit je m'en vais. Il va pleurer, c'est sûr, mais c'est pas grave. Après, nous, comme l'a dit Madame Delfour, on sait gérer dans les écoles. Par contre, ce qu'on sait bien moins gérer, c'est l'enfant qui est triste parce que soit son parent lui a menti, lui a pas dit tout ce qui allait se passer, soit son parent l'a pas prévenu, parce que c'est au plus profond d'eux qu'ils sont malheureux en fait. Et ça, c'est compliqué. Et soyez pas étonnés, ça peut très bien rouler tout de suite. Vos enfants vont pas pleurer, ça va très bien se passer. Et au retour des vacances de Toussaint, pour quelle raison on ne sait pas, nous-mêmes on ne sait pas, ils vont se mettre à pleurer. Au retour des vacances, ils vont se mettre à pleurer. C'est pas parce qu'effectivement il sera malheureux à l'école, on ne sait pas pourquoi, ou c'est peut-être parce que le copain ou la copine a pleuré. Voilà, ça fait effet boule de neige. Pensez pas tout de suite qu'il se passe quelque chose à l'école,
ou votre enfant est malheureux à l'école. Voilà, et ça peut très bien rouler un temps, et puis derrière, on ne sait pas pourquoi, il fait boule de neige dans l'imitation, et puis des fois, maintenant, ça roule toute l'année, et voilà. C'est ça. Ne pensez pas qu'il se passe quelque chose de négatif à l'école, en effet, mais par contre, n'hésitez pas à être dans la communication, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'enseignant. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas dramatiser la situation, mais pour autant, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir l'enseignant pour lui dire voilà, j'ai constaté qu'il y avait un changement. Est-ce que vous avez constaté la même chose? Parce que ce qui se passe aussi souvent, c'est que quand vous partez, votre enfant est en pleurs, fait une crise, c'est terrible, mais ça s'arrête dans les 30 secondes où vous êtes, après que vous soyez parti. Donc, voilà, l'enseignant va être honnête avec vous et va vous dire, et possiblement votre enfant va être parmi ces enfants-là qui manifestent leur mécontentement d'être laissés à l'école, mais qui pour autant, rapidement, avec les ficelles de l'enseignant de l'ATSEM, va être inclus dans un jeu, dans une activité qui va lui faire oublier et va très rapidement arrêter de pleurer. Donc si vous avez des angoisses, des craintes, ouvrez-vous-en au personnel de l'école. Il ne faut surtout pas rester avec quelque chose que vous ressassez. C'est bon pour personne. Et voilà. Et ça n'aide pas votre enfant, oui. Il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Voilà, oui. Poser les questions, la communication, c'est vraiment la base, vraiment. Avez-vous des questions? Oui. Moi, j'ai une question plutôt sur la cantine. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on pourrait choisir des aliments pour son enfant ou est-ce qu'on peut envoyer des repas préparés qu'il pourra manger éventuellement au moment des déjeuners à la cantine? Merci. Merci. Mais du coup, je vais faire la réponse. Donc, alors, il y a... je vais commencer par la base, vous expliquer que les repas sont faits à Franconville, dans une cuisine centrale. On prépare 3200 repas par jour. Et c'est un plat unique pour les enfants de la petite section jusqu'au CM2. La quantité varie évidemment, mais c'est le même plat. Pour savoir comment ça se passe, on l'a expliqué un peu tout à l'heure. Vous avez un encadrement avec ATSEM et autres personnel qui ne vient que sur le temps de cantine pour accompagner les enfants, les encadrer, les aider au début, surtout pour les petites sections de maternelle, à gagner en autonomie pour le repas. Et pour ce qui est de choisir le repas, non, c'est un repas unique et vous ne pouvez pas non plus apporter un repas, même si j'entends que parfois certains enfants peuvent être plus difficiles que d'autres, ça leur apprend aussi à oui, sauf PAI, j'allais le dire. Ça leur apprend aussi à découvrir de nouvelles saveurs et l'exception étant en effet, comme on le disait tout à l'heure, le PAI. On a certaines allergies qui nécessitent vraiment d'éliminer certains aliments. Et dans ce cas-là, le médecin scolaire peuvent préconiser que ce soit plutôt un panier repas fourni par les parents que le repas de la cantine. Mais il faut savoir qu'on a, pour des enfants qui sont allergiques, ce qu'on appelle des évictions. Donc la cuisine centrale qui prépare les menus de certains enfants, une centaine d'enfants sur la ville. Je vais vous donner un exemple. Votre enfant il est intolérant aux tomates, et si c'est des tomates en entrée, on lui donnera des carottes râpées. On adapte. Oui. Alors, vous parlez de plats uniques de la petite section jusqu'au CM2. Est-ce que pour autant, la façon dont sont coupés les aliments sont adaptés à l'âge des enfants? Tout à fait. On ne donne pas une cuisse de poulet aux enfants de maternelle, je vous rassure. C'est des plats qui sont proposés de façon assez simple aux enfants. Ce n'est pas des plats compliqués. Pour autant, c'est pas mou non plus, c'est pas que de l'alimentation molle, mais et surtout, c'est des plats qui sont réfléchis
avec une diététicienne et soumis à une commission avec des parents qui examinent aussi la composition de chaque repas. Vous pouvez avoir accès dès aujourd'hui au menu de la cantine, si vous le souhaitez, sur le site de la ville. Vous pouvez regarder ce qu'on propose sur le trimestre aux enfants. Ça vous donnera une idée. Est-ce que j'ai répondu? La taille des... En fait, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, c'est un bourguignon, ce n'est pas un gros morceau de viande. Les morceaux de viande sont déjà calibrés assez petits. Et le personnel, en maternelle, va aider les enfants et va couper la viande au début avec eux si jamais ils n'y arrivent pas. C'était ça votre question, peut-être? Oui. Ah, non. Ça va être recoupé par l'ATSEM, du coup. Non, vous inquiétez pas. Pardon? Oui, alors moi je vais vous parler donc des différents de notre organisation hors temps scolaire. Donc on disait tout à l'heure, on change de logiciel à la rentrée avec un nouveau logiciel qui s'appelle Agora. Ça va vous permettre, on l'a déjà fait cette année, mais depuis la rentrée, on donne la possibilité aux parents de réserver sur le kiosque, mais ça n'avait pas un caractère obligatoire, c'était très optionnel. À partir de la rentrée, comme on change de logiciel et qu'on maîtrise un peu mieux nos outils, cette année d'apprentissage pour les parents deviendra obligatoire et on demandera aux parents de réserver les différents temps en amont. Donc, avant l'école, la cantine et après l'école, les mercredis et les vacances, ça c'était déjà le cas avant. Et pour ce qui est de la temporalité, on vous laisse jusqu'à la veille 23h59 pour pouvoir réserver le jour suivant. Donc c'est assez souple en général, sauf vraiment impératif. On sait le lendemain si on récupérera nos enfants ou pas et si on les déposera au périscolaire ou pas, ou à la cantine. Cette réservation ne vaut que si votre enfant vient à l'école. Si évidemment vous aviez réservé et que puis dans la nuit votre enfant est malade et qu'il ne vient pas à l'école, la réservation n'a plus lieu d'être. À partir du moment où vous justifiez de l'absence de votre enfant sur le temps scolaire, nous on considère que vous avez également justifié de son absence. Donc ça... ensuite, sur les temps d'accueil, donc je rappelle les horaires, j'ai dit tout à l'heure, on ouvre à 7h le matin jusqu'à 8h20 et ensuite donc, le temps de cantine et on récupère ensuite les enfants sur le périscolaire à 16h30 jusqu'à 19h. C'est des périodes où, alors je vais vous le dire, à partir de 7h du matin, on n'a pas beaucoup d'enfants et en général les enfants qui sont là se sont réveillés très très tôt. Donc, parce que les parents ont des horaires un peu atypiques ou qui travaillent très loin, on considère qu'on ne va pas en plus surcharger la journée de l'enfant. Donc, si vous voulez que votre enfant arrive à 7h du matin avec son petit déjeuner, alors c'est sûr, vous n'allez pas lui mettre dans le sac le bol, le lait et les céréales. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez lui donner sa gourde de compote, sa petite brique de lait ou sa brique de jus d'orange, un fruit ou ce genre de choses pour qu'ils puissent déjeuner le matin, vous pouvez. On réservera une petite table pour les enfants qui n'ont pas déjeuné chez eux, mais l'essentiel c'est qu'ils puissent déjeuner le matin. La journée est longue. Ensuite, il va y avoir une période de jeu. Ils ont accès à des jeux au centre de loisirs, des Pulse, des Lego, ce genre de choses, et ils vont jouer tranquillement jusqu'à l'arrivée de l'école, jusqu'au début de l'école. Et puis le soir, c'est pareil. Les beaux jours, on va être dans la cour, il y a le toboggan, il y a tout ça. Sinon, les autres temps, c'est pareil, ça va être les jeux qui sont accessibles, les livres, les dessins, enfin des activités plutôt ludiques. On peut avoir également sur nos accueils de loisirs de vrais projets. Donc vous verrez que des fois vos enfants vont vous dire qu'ils ont appris une chanson parce que
le centre de loisirs organise un petit spectacle en fin d'année, donc ils vont vous inviter, vous convier, et vous aurez la fierté de voir votre enfant sur scène, des fois à Saint-Ex, qui va participer et chanter avec tout le centre de loisirs. Que dire d'autre? Donc ça, c'est un autre projet. Et la liaison de l'école. Donc l'idée, c'est que même si la responsabilité est différente entre les différents temps, mairie et éducation nationale, qu'on communique entre nous. Alors on va communiquer sur les faits marquants. Si votre enfant est tombé à la récréation à l'école, l'enseignante va le communiquer à l'animateur qui va également vous le dire quand il récupère votre enfant. Par contre, vous n'aurez pas forcément, si vous récupérez votre enfant à 19h, la journée entière de votre enfant. Ça sera, c'est ce qu'on disait, ça sera l'occasion de rencontrer des enseignants, mais en tout cas, des faits marquants qui seraient significatifs et qu'on juge que vous devez connaître, vous aurez l'information en récupérant votre enfant, peu importe que ce soit auprès de la mairie ou de l'éducation nationale. Vous avez également, on disait qu'il y a 3 conseils d'école quand vous êtes représentant de parents d'élèves. On a également, nous, des conseils d'accueil de loisirs. On va vous réunir, alors ce n'est pas le format d'un conseil d'école, mais on va vous réunir par centre, par accueil de loisirs, pour avoir ce temps d'échange, justement, pour savoir comment ça se passe sur le périscolaire, sur les mercredis, sur les vacances, vous expliquer un peu nos projets, avoir vos remontées aussi, parce que vous avez peut-être des questionnements sur ce que vos enfants ont pu vous dire, de ce qu'ils ont pu faire, et on fait ça 3 fois par an aussi. Et là, on invite tous les parents. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez la chance d'avoir sur Franconville une offre de périscolaire qui est de qualité et qui est assez étendue, puisque ça commence à 7h et ça finit à 19h. Toutefois, si vous avez la possibilité en début d'année, notamment en début de scolarité de votre enfant, de limiter les temps périscolaires du matin et du soir, pour votre enfant, c'est mieux. Parce que ce sont des temps en collectivité, avec tous les aléas dont on a déjà parlé, et qui peuvent être très difficiles au départ pour votre enfant. Une journée de 7h du matin à 19h le soir, pour un enfant de 3 ans ou à peine 3 ans, c'est très long. Donc, c'est vrai que si vous avez, tout du moins dans les débuts, la possibilité de ne pas les mettre au périscolaire ou de faire tout simplement les choses de manière progressive pour que ça soit moins difficile pour lui, je pense que ça peut être intéressant. Vous avez complètement raison. C'est vrai qu'on a un rythme, surtout en région parisienne, qui est assez dense, et on fait subir aussi beaucoup à nos enfants notre rythme, sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc si on a la possibilité de réduire un peu et de les préserver un peu, c'est pas plus mal. J'ai une question sur Internet qui est: la nourriture vient-elle des agriculteurs proches de chez nous? Donc la réponse est oui et non, dans le sens où je vous disais qu'on fait nos repas nous-mêmes. On a une cuisine centrale avec nos agents, hein. On est une 30aine en tout. Les carottes arrivent telles quelles. Par contre, on est une commune, on ne peut pas aller faire nos courses nous-mêmes, on n'a pas le droit, donc on est obligé de faire un appel d'offres. Et dans notre appel d'offres, notre prestataire, nous lui avons commandé des denrées qui proviennent de 150 km autour de Franconville. Alors ça ne marche pas pour quand il y a de l'ananas, hein, mais en tout cas, quand c'est des denrées qui peuvent venir de la proximité, oui, c'est 150 km la périphérie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur Internet, on a d'autres questions? Non? J'ai parlé vite fait des réservations. J'ai dit la veille 23h59, donc ça c'est pour la journée pré- et post-scolaire, pour la cantine également. En revanche, les inscriptions pour les mercredis, je vous le signale, c'est une semaine avant, c'est le mercredi d'avant pour le mercredi d'après. Et pour les petites et grandes vacances scolaires, vous aurez les dates qui sont annoncées, mais c'est à peu de choses près 3 semaines avant.
pour qu'on puisse définir les groupes et ouvrir les structures. Oui. Oui, je voulais savoir pour les vacances scolaires, les grandes vacances, vous faites aussi le mois d'août. Et puis j'avais une question sur le périscolaire. Après 4h30, est-ce que nous, on doit fournir un goûter si l'enfant reste ou est-ce que c'est vous qui le fournissez? Alors, la réponse à la première question, oui, on ouvre tous les jours au mois d'août, sauf si il y a vraiment un pont, ce genre de choses, mais sinon, c'est tous les jours. Et le goûter est fourni à l'accueil de loisirs à partir de 16h30. D'ailleurs, c'est aussi un élément à prendre en compte. Soit vous arrivez pour récupérer votre enfant à l'école à 16h20, 16h30, soit si vous l'avez inscrit au périscolaire, attendez 17h parce que c'est frustrant pour l'enfant qui a commencé à se mettre à table, qui commence son goûter et qui est récupéré par ses parents et qui n'a pas eu le temps de finir son goûter avec ses copains. Attendez plutôt 17h. Voilà, on est raccord. On a fini. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions sur Internet? Est-ce qu'on a répondu? Est-ce qu'on a répondu un peu à toutes vos questions, vos interrogations, vos inquiétudes peut-être? Oui. Pour tous, c'est le premier enfant? Oui? Parce que des fois, on peut venir en se disant, tiens, j'en ai fait un grand, mais hop, ça a peut-être changé entre-temps. Non, c'est vraiment le premier? Bon, j'espère que... si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez bien compris que... alors, ce n'est pas forcément les interlocuteurs de ce soir, mais vous avez des interlocuteurs à l'école pour répondre au fur et à mesure à vos interrogations. Je vous laisse clôturer. Merci à vous, merci de votre écoute. Merci beaucoup, mesdames. Prennent sur leur temps. Je vais, avant de clôturer, alors, vu que c'est tous votre premier, vous n'allez pas être concernés, mais je vais quand même vous donner la date du prochain rendez-vous. Là, on va faire un gros gap parce qu'on va passer sur l'entrée en 6e. Et l'entrée en 6e, je vais prendre mon anti-sèche, c'est le 15 juin. On va faire ça un samedi matin parce que souvent, on vient avec le futur collégien. Et on aura donc du personnel principal, CPE, infirmière scolaire, tout ça. Non, infirmière, je ne sais plus. Et une jeune, une CMJ. Je ne sais pas si vous connaissez le conseil municipal des jeunes, mais des jeunes engagés sur la ville qui seront là aussi pour répondre aux CM2, nos grands CM2 qui sont les plus grands en élémentaire, qui vont se retrouver les plus petits au collège. Et vous n'êtes peut-être pas concerné, mais si vous connaissez des gens dans votre entourage qui le sont, n'hésitez pas à faire circuler cette information. Merci beaucoup. En fait, moi, je vous découvre ce soir, le REAP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, si vous avez 2-3 minutes? Parce que derrière l'appellation se cachent de très belles choses et j'aurais aimé vous connaître plus tôt. Alors, le REAP, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. C'est, on va dire, organisé et financé par la ville. Après, c'est en théorie, c'est pas du tout en théorie, c'est un travail collectif avec les parents. Donc, on est obligé, parce qu'on est quand même aussi subventionné par la CAF, d'anticiper toute l'année, un an avant. C'est un appel à projet. Et on choisit les thématiques donc, en fonction des questionnaires que les parents remplissent. C'est pour ça qu'on vous l'a donné quand vous êtes arrivés. Et en fonction aussi de diverses réunions avec... en début d'année scolaire avec des parents d'élèves, avec le corps enseignant, avec on a même psychologues, les crèches,
tout le personnel qui peut être en contact avec les enfants, et on choisit donc ces thématiques en fonction de vos diverses remontées et des problématiques qu'on peut aussi constater sur le terrain. Donc on programme ça 1 an avant. Je vous dis, c'est financé en partie par la CAF. Donc on a aussi des obligations de résultats. Donc on va continuer encore cette année et on verra peut-être pour changer un peu le format l'année prochaine. Il faut peut-être qu'on se renouvelle et qu'on fasse plutôt des ateliers que des conférences sur ce type-là. On réfléchit un peu à l'année prochaine. J'ai répondu à votre question. C'est parfait. Bon, bonne soirée, messieurs, dames. Et à vous de jouer, du coup. Ouais. Vous avez compris, Choupi, et merci encore, mesdames, de vous être rendues disponibles ce soir.